Oh Seigneur Jésus. La MONUSCO devait déjà être là. C'est ça la solution. Nganga salelaki bango kisi. Kasi mana bango. Abongoli na ye motema. Abongoli na ye motema. Abali Yesu. Ata bolambi. Lopele ya mami wata. Bolia. Toyate. Toyate. Via lobi. Ata bolamba ki lopele ya mami wata. Bolamba bolia. Tokoyate. Mais est-ce qu'il y a Maralopele à Mami Wata? Pour la biso ata la Thompson, mais pour la biso Mami Wata est considéré comme étant un être vivant, un être proche de l'humain. Donc on a limité que ça un pécheur à Renda Azul Lopele à Mami Wata dame ango. On les a dévoués par interdit. Mais je crois que quand il dit ça, bon, je peux déchiffrer. C'est pas exact, mais je déchiffre. Il dit Nganga apesi bango kisi. Ça veut dire que mon équipe est n'angwana. Et ça sous ne fait parce que source nabino et ça sous. Mais la question maintenant, il dit ça à qui? On lui posera la question parce que c'est la question quand il arrivera ici. C'est qui le Ngango à Bongoli Mutema? Ils ont répondu. J'ose pas croire qu'il parle de Kabila. Ah, peut-être. Sera le but que Kabila Ndenganga Bongoli Mutema, communication là, ça va tirer de partout. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona Mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te ke bana miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Donc, en dépit du fait que au Pessamay, au Salaba Forage Kuna, au TK Palissade, Papa Molière va voter yote. Palissade wana ezaka na ba minda na kati soko yote mo pepe. Eza na système mo na Mukongo wana ba kamata. Eza ko bwakelo malili moko na kamata dans le bien na songa batu ya Selembao, batu ya Selembao. Bako mingi ko kene ko voter ndeko na bango Mukongo na no mona tribalisme ndenge na yeko découvrir. Et je ne sais pas. Aïe. Nazo na kata okombe. Donc nazo na Okomi va regretter Palissade. Bana heureusement ba uto so melangai Nissan moko. Puisque na regretter ngo. Boza na mai tena pesi bino ata mai. Mais ta ba ke na urne ba voter yote. Eh bien allez longo kuna. Yo moko lozo nsama ya régie des ondes. Ndeto komela kamata na ba mai.
Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne. Mercredi 27 décembre 2023. Nous risquons de passer une journée difficile. Les opposants qui contestent les premières tendances électorales publiées par la CENI de Denis Kadima ont prévu de marcher aujourd'hui. Évidemment, le gouvernement n'est pas d'accord. Marche interdite, possible que la police soit déjà déployée. Pas possible, c'est certain, on l'a vu. En même temps qu'on a vu sur certaines artères des pneus être brûlés. On aura toutes les informations au cours de l'émission. On reviendra très largement sur ces premières tendances qui sont en train d'être publiées par Denis Kadima, Félix Tshisekedi. Au stade actuel, à plus ou moins 4 millions et quelque chose de voix contre 700 pour l'opposant Moïse Katumbi. Il va sans dire que le président sortant qui caracole pourrait inévitablement l'emporter. Katumbi, qui dit n'est pas saisir la Cour constitutionnelle, il pense que tout est fait pour donner la victoire à Félix. Mais quel est son plan à lui? On va évoquer la question dans l'émission. On parlera également du FCC qui n'est pas partie prenante, qui s'est prononcé tout de même sur le processus, l'organisation, comment les choses se sont faites. Et c'était sans compter sur la réplique de Peter Kazadi, qui a renvoyé le clan Kabila à ses études. Kazadi qui est arrivé à Lubumbashi hier soir, nous semble-t-il, pour calmer la situation qui serait très tendue là-bas. Il y a un tas de choses sur lesquelles on reviendra évidemment dans cette émission, mais sans vouloir brûler la case. Bienvenue encore une fois, nos vœux les meilleurs à tous et à chacun. Évidemment, vous constatez que notre rythme de production n'est pas comme d'habitude. Nous essayons d'accorder la parole le moins possible aux gens, en attendant évidemment que tout soit officiel, parce que nous évitons ici de jouer à la télé des mille collines. Mike Gardi, Diana, bienvenue. Merci. Nos vœux le meilleur également. Meilleurs vœux à vous ainsi qu'à votre équipe et merci pour l'invitation. Merci à vous de vous être disponibilisé. On est content que vous soyez là. On vous souhaite une très bonne année 2024. Merci, et le plaisir est partagé, surtout d'être là et parler de la République. J'ai toujours été admiratif du travail que cette chaîne est en train d'abattre et je crois que tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est toujours être présent quand il le faut. Merci bien. On est content que vous soyez là, Mike Gardi. On reviendra avec vous tout à l'heure sur tous les sujets épinglés tout à l'heure. Une autre émission à suivre avec India Oumari parce que depuis le 20 décembre, on n'a pas accordé la parole aux kabylistes. Ils veulent parler, évidemment. India Oumari sera avec nous. Émission à suivre ce soir, évidemment. Vous allez apprécier. Pensez d'abord à nos concitoyens des Kananga. La pluie d'hier a fait 22 morts là-bas. Des maisons se sont écroulées, des écoles, des églises, des ravins, éboulements également, des terres, 22 morts en cette période difficile. Une pensée, un mot, Mike Gardi, pour ses compatriotes. Ben, je crois qu'on ne dira jamais assez. C'est la preuve suffisante de ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, qu'il y a l'élection, oui, en tant que mécanisme d'accession au pouvoir, oui, mais il y a le politique de développement en soi. Ouais. On sort à peine de la campagne, c'est comme si la nature nous renvoyait un autre message pour dire, élection, oui, c'est bien, on dépense 2 milliards, mais après, il faut tenir compte du bien-être de ces électeurs-là. Et surtout Kananga, je crois que, moi j'ai l'habitude de le dire, Kananga a connu une sorte d'exode d'intelligence. La plupart de ceux qui tenaient presque les circuits économiques, qui tenaient l'organisation de cette société se retrouvent soit à Kinshasa, soit ailleurs, et je crois que beaucoup sont dans la diaspora. Aujourd'hui, Kananga est presque laissé pour mort en tant que province, et je crois qu'il est temps. C'est une ville fantôme, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien à Kananga. Les quelques jeunes qui finissent la fac, ils viennent ici faire la moto, et d'autres dans la fonction publique. D'autres dans la fonction publique, alors que Kananga, on le sait, autrefois, c'était la province nourricière, au même titre, dans le même box que les autres aujourd'hui, le Lubumbashi et autres, le Congo central, parce que c'était une province productrice, surtout en termes de ressources minières. Mais qu'aujourd'hui cette province-là soit dans cet état-là, c'est une vraie question qu'on se pose. Et je crois que le Kananga... Comme si le malheur ne venait jamais seul. Et je crois que cette fois-ci, c'est un signal, c'est la nature qui parle. Cette fois, on n'a pas droit à l'erreur.
faut aller dans les vraies politiques de développement pour faire en sorte que, quand viendra le moment de parler élection, on parle élection avec question de fond, pas élection juste... Et Kananga qui a voté massivement pour Félix Katumbi n'a pas pu s'y rendre, et d'autres opposants. Je crois qu'il n'a pas pu se rendre, à la limite, prêt pour éviter certainement une confrontation, parce que... évidemment, c'était prévisible. Il devrait arriver le même jour que le chef de l'État. Je crois que c'est, pour une fois, ça a été une décision sage de la part de l'équipe de Katumbi. Mais bon, n'empêche que même s'il arrivait à Kananga, ce n'était pas un sol très favorable à lui. Je crois que l'essentiel a été fait. Et ici, je crois que c'est... Je répète cette phrase, la nature renvoie un message à Kananga cette fois-ci. Il faut faire bien le choix. Je connais, moi, par exemple, quelques projets que je connais, PDL 145, où des gens, parce qu'ils étaient dans la province, entre guillemets, de Kananga, je ne veux pas aller dans les autres implications, ils se sont permis de prendre l'argent, mettre dans des poches. Certains ont construit, pas à Kananga, mais ici à Kinshasa. Oui, comme pour 100 jours également. Comme pour 100 jours, pareil. Les gens se sont permis de faire ce qu'ils voulaient, mais en fin de compte, voilà le résultat. Et je crois que si vous le faites, à la limite, vous êtes là, vous targuez la poitrine d'être membre de l'union sacrée ou proche du chef de l'État. C'est pas une manière d'aider quelqu'un en faisant ça. Oui. Je crois que c'est la plus grosse de bêtises, et Kananga doit être exigeant. Le président qui s'est rendu à Luiza, là-bas chez Delis Sesanga, à quelques 200 km de Kananga. Sur ces tronçons, il avait lancé il y a une année à peu près les travaux de ce qu'on appelle là-bas la route Kananga-Kalambambouji. Des fonds sortis. Rien n'a été fait. Et pour se rendre à Luiza, le président a pris un hélico. Une bonne chose. Mais je le dis à Augustin Kabouya, je le dis également à Honoré Voula, dont on dit avoir réalisé des scores soviétiques là-bas, sur les terres de Sesanga. Je lui ai dit, ça aurait été mieux que le président fasse la route, qu'il voit l'état de cette route pour laquelle des fonds sont sortis, pour laquelle il s'est déplacé lui-même pour donner le coup d'envoi des travaux. C'est ça la difficulté là-bas. Et je crois que certainement, si jamais il est réélu, parce que bon, de toute façon, ça devient très, très, très certain. En tout cas, c'est clair qu'il va remplir. Cette fois-ci, en tout cas, il doit faire un effort de nettoyer sa cour. Autour de lui, cette fois-ci, il faut aller. Parce que je rappelle toujours aux gens, au-delà de son honneur en tant que chef de l'État, Félix Tshisekedi a un nom à défendre. Ouais. Faut pas mettre dans la boue le nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je crois qu'il en a la lourde responsabilité. Cette fois-ci, vraiment, il faut nettoyer sa cour et aller vers le politique de développement. Et pour cette fois-ci, il faut un casting de techniciens, un bon casting de gens qui vont résolument être tournés vers le travail qui est sur les matuvismes, sur le sensationnel, sur aller courir derrière les copines et les femmes d'autrui, et surtout pas aller chercher les parcelles et les lotissements de gens obtenus au prix de beaucoup de sacrifices et des années de carrière. Nous ne risquons pas de vivre pire que le premier quinquennat. Parce que cette fois, certains n'auront plus rien à perdre. Ils savent qu'après 2028, bon, encore faut-il que Kadima confirme les résultats, que la CENI et les intérines, certains diront qu'ils n'auront plus rien à perdre. Vous savez, cette pensée-là monte dans la tête de gens quand vous dites, bon, écoutez, quand il y avait des enjeux, il y avait un deuxième mandat à aller chercher. Les gens se sont montrés très léthargiques. On fait des choses parfois d'une manière peu commode. Les quelques de fois où le chef de l'État peut se targuer la poitrine d'avoir des bilans, c'est quand il s'est impliqué personnellement. Dans certains cas ou d'autres projets où il a mis de son esprit et de son âme, notamment les questions par exemple, les questions de l'éducation, de la gratuité et d'autres projets. Mais à la limite du possible, je crois que la balle est entre ses mains. S'il continue à garder, je crois que le vautour, pour la plupart qui sont autour de lui, ces gens-là n'ont pas d'enjeu, ces gens-là n'ont rien à perdre en fait. Et particulièrement la bande de la diaspora qui est autour de lui, des gens qui vont finir ici, ils vont retrouver leur non, pas toute la diaspora. Il y a des diasporas qui font un travail remarquable autour du président. Il y en a. Si vous voulez, je peux même citer des noms. Je crois qu'à la limite du possible, on a beaucoup de frères qui sont venus de la diaspora, mais quand tu vois ce qu'il fait, tu t'es dit, ok, c'est quelqu'un qui est pris. Mais laissez-moi parler de... Je sais que dans chaque généralité, il y a l'exception. Il y a également de la pourriture, ça c'est vrai. Et en grande partie, il y a la pourriture. En grande partie. Et c'est des gens qui viennent ici, ils vont se refaire à une santé financière. Après, ils sont français, ils sont belges, ils sont canadiens. Ils vont retourner là-bas et le Congo restera dans cet état-là. Je crois que le chef de l'État, j'insiste à ces niveaux, et je suis sûr qu'à cet instant, il réfléchit. Parce que quand je vois que pendant la campagne, on est allé chercher, comment il s'appelle encore, l'ancien ministre à l'époque de Kabila, le prof Moukoko Samba, ça me prouve à suffisance qu'on a quand même des idées, on a des idées dans la tête.
on veut changer beaucoup de choses. Quand je vois cette proximité établie avec Mukoko Samba qui a presque travaillé sur le programme et les 6 piliers du chef de l'État actuellement, ça veut dire qu'on veut aller vers les résultats. Et je crois qu'il faudra continuer dans cette lancée-là. Il faut transcender les clivages politiques, aller chercher la technocratie, aller chercher les compétences. Les compétences, il y en a plein. En fait, il y en a plein aujourd'hui en RDC. C'est question de savoir les dénicher. Et quand on est assez outillé, on sait comprendre qui est intelligent, qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas en fait. Et nous serons là pour vous rappeler que là, vous n'avez pas bien fait les choses. Et là, c'est bon, même si pour nous, un avion, un train qui arrive à l'heure n'est pas une information. Bon, encore faut-il que nous soyons aussi en vie et en liberté. Parce qu'on ne sait jamais. Pensez à Stanis Boujakira et à tous les autres prisonniers d'opinion, ici ou ailleurs. Bravo pour Idengo Del Cato, qui est libre, le jeune artiste, des Bénis qui avait chanté politicien escroc. Il est libre, le président l'avait promis, il est libre. Mais à un moment donné, il fallait quand même qu'on nous dise pourquoi l'avion-t-on arrêté. Ce n'est pas notre sujet, mais si vous voulez commenter rapidement. Les élèves du pouvoir. Tu sais, la plupart des gens, qui ont sali, je vais être un peu, je vais rentrer dans le passé, la plupart des gens qui ont sali Kabila, c'est des élèves autour, en fait. Ouais. Les gens qui pensent que bien faire, c'est aller faire le Hitler, taper sur les gens qui ont un point de vue contraire au chef de l'État. J'ai toujours dit aux gens, ça ne rend pas service. C'est-à-dire, le chef de l'État, s'il se sent touché, soit qu'il y a des mécanismes mis en place, lui en tant qu'institution, mais aussi en tant qu'individu, pour pouvoir saisir la justice et obtenir ses droits. Ça ne sert à rien d'aller taper sur les gens, au contraire, vous le salissez. C'est quelqu'un qui est venu avec comme maître mot l'état de droit, à la limite, rentrer dans l'orthodoxie de ce qu'il pense. Il ne faudra pas aller chercher là-bas les élèves, ça un chef de l'État. Bon, le chef de l'État, c'est comme une vedette. Oui, c'est ça. Malgré ton âge, si je veux appeler Ouéranson, je l'appelle Ouéranson. Oui, un évangéliste a dit. Ça n'enlève pas le respect qu'on a. Un évangéliste a dit dans une prophétie que pour ce deuxième mandat, ça c'est une prophétie faite depuis le mois d'août 2023, il disait que Félix sera encore plus dictateur qu'il ne l'a pas été pour son premier quinquennat. Donc il faut craindre. Jimmy Mbayaye. Je ne connais pas son nom, mais il a dit sur Robosso la politique. Si, il a raison. En fait, je crois que moi, j'ai compris l'esprit derrière ce qu'il disait. Être dictateur, ça veut dire que quitter un peu cet esprit de léthargie. Tu vois l'image qu'on a collée à Kabila, à la limite près, même si je pense que lui aussi, il a été extrêmement léthargique. Les gens ont fait des choses autour de lui sans rien dire. Je crois que cette dictature-là, c'est dans la forme d'être un peu plus exigeant. D'abord avec ses collaborateurs. D'abord avec ses collaborateurs. Pas avec nous qui parlons. Non, pas avec les gens qui parlent. Parce les journalistes, le tandem, c'est pas ça. Le problème, c'est cette fois-ci avec les collaborateurs. Et je crois que je veux revenir sur cette proposition que j'ai faite la dernière fois, qui n'est pas de moi, qui est d'Alexandre Chouet, que je trouvais très intéressant, que j'ai coopté, c'est que je pense qu'à la limite du possible, s'il veut avoir des résultats pour le prochain quinquennat, malheureusement on est en retard parce qu'il faudra revoir le texte, il faut aller sur une gestion basée sur les résultats. Un ministre qui arrive au gouvernement, il trouve un job description avec un tableau de bord des différents objectifs. Mais c'est toujours fait. Non. À chaque entrée au gouvernement, il y a toujours un séminaire, les job descriptions. Non. Donner. Nous savons comment ça se passe. Quand vous arrivez, non, vous êtes ministre, on vous donne les généralités. Un ministre, en fait, pour moi, tu sais, j'appelle ça quoi? C'est une formation accélérée pour des gens qui n'avaient rien à foutre là. On leur faire comprendre juste les. Oui, évidemment. Un ministre a dit qu'il a dû suivre une formation de 2 semaines ou. Exactement. Ça dit des gens qui viennent comprendre des gens qui sont pas les préparés, ABC de son domaine. Qui sont pas préparés pour les fonctions de l'État. On lui donne juste des ABC ici, voilà les prérogatives et autres. Non, je parle pas de ça. C'est-à-dire vous arrivez avec des objectifs chiffrés en déant 6 mois. Regarde de la mobilisation, regarde de ce qu'on met à ta disposition. On veut atteindre tel résultat. Au bout d'une année, on réévalue celui qui n'est pas compétent. On met de côté, on met quelqu'un d'autre. Je crois que c'est la seule méthode. C'est-à-dire on va remettre la culture du travail et de l'excellence dans les chefs des uns et des autres. Et s'il veut arriver au résultat, je crois que je proposais au chef de l'État. Au niveau de l'exécutif, ce n'est pas un problème. Il a la main. Il peut le faire. Mais au niveau du pouvoir législatif, je crois que ça, il faut retoucher la Constitution pour en faire aller dans la procédure des élections anticipées. Au bout de 2 ans, avant de laisser 5 ans, évaluer le travail de chacun. Et évidemment, parce que beaucoup disent qu'ils voudraient bien changer la Constitution pour se donner un 3e mandat. Tout ça, on le dit au conditionnel, parce qu'il n'a pas encore été proclamé vainqueur, même si un écart s'est creusé. Et d'autres contestent évidemment ces élections. Mais combien de bureaux de vote sur les 75 000 que nous avions avaient ouvert? La question a été posée à Denis Kadima. Il a pondu une bonne littérature, une longue d'ailleurs, mais
au finish, je n'ai rien capté de ce qu'il a dit. Je voudrais qu'on écoute d'abord, monsieur le président de la commission électorale. On reviendra dans l'émission pour évidemment... Peut-être pour le comprendre mieux. Peut-être que je les comprendrai mieux. Merci. On va les comprendre tous ensemble. Combien de bureaux de vote ont ouvert jusqu'à l'heure où nous vous parlons? Des preuves, des vidéos, des tricheries, des fraudes électorales ne cessent de nous parvenir. Par respect à certains, nous n'en diffuserons pas d'autres. Regardons Denis, on reviendra avec notre invité, mais il y a le porte-parole de Moïse Katumbi qui a parlé également, Olivier Kamitatou. Vous l'écouterez, et quelques journalistes. 75 400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein. Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que... J'en sais maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ça chemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire. D'abord, qu'est-ce qu'on a mis dans ces machines, Mike Gardi? Ben, je crois que dans le machine, c'est comme je disais à quelqu'un la dernière fois, avec le système de géolocalisation, une machine destinée au bureau X ne peut pas être utilisée au bureau Y. Mais au-delà de ça, ils ont... Mais quand elle se retrouve à la maison? Mais justement, c'est à ce niveau-là que les gens ne s'en rendent pas compte. En le faisant ainsi, vous pouvez mettre un bulletin, vous pouvez imprimer, mais dans la consolidation des éléments, dans la base de données, il apparaissent des résultats nuls. C'est ça la difficulté. Quand il dit, moi je l'ai compris le mieux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner exactement aujourd'hui le chiffre, la preuve. Parce que les gens pensent que parce qu'on est président de la CENI, on a la connaissance surtout. Une semaine après, si toutes les machines sont interconnectées, on devrait plus ou moins avoir une idée. Non, c'est ce que je dis. Une estimation. Non, il y a eu une différence entre avoir l'estimation et avoir le chiffre exact. Il dit, je ne peux pas vous donner avec exactitude. Mais on pouvait estimer. Non, écoutez, si la CENI va progressivement, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire le travail de compilation et de consolidation, et ils vont publier progressivement. Ça veut dire que, à la limite, le rare technicien qui sont au niveau de la plénière, qui évalue ce travail-là, certains peuvent avoir une certaine maîtrise. Mais lui, en tant que président de la CENI, il joue le rôle de coordonnateur. Et je crois qu'à ce niveau ici, puisque la consolidation des résultats continue au niveau de la CENI, il est difficile de donner un chiffre. Il ne faudra pas s'aventurer. Mais moi, je peux vous dire que le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert, il y en a eu assez. Je peux estimer, si j'ai bonne... Est-ce qu'on a franchi la barre de 50%? Si on a dépassé la barre de 50%. Je crois qu'on est à 69-70. Mais les bureaux de vote qui ont rendu les résultats, à ce niveau-là, il y a encore un autre problème. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert, mais dont les résultats ne sont pas parvenus à la CENI pour des raisons de vandalisme, pour des raisons de sabotage et autres. Maintenant, à ce niveau-là, il faut que la CENI essaye de voir les proportions. Mais comme tout était connecté ou interconnecté, les résultats arrivaient à la centrale électorale en temps réel. Non, le problème du temps réel, il y a un élément de crédibilité qu'il faut tenir compte. La CENI ne peut pas considérer le résultat d'un bureau de vote ou à fin de compte. Le travail manuel qui doit être fait par les experts envoyés sur place ou les chefs de centre n'est pas fait. Surtout quand on entend que dans ces bureaux-là, on n'a pas respecté, par exemple, le cadre légal de voter pendant 11 heures. Ou à un moment donné, après 2-3 heures, les gens sont venus, ils sont saccagés. Les résultats partiels, là, à la limite, la plénière voudra décider
de la crédibilité de ces résultats avant de l'insérer dans la base générale. C'est pour ça qu'il dit que certains résultats peuvent être annulés. Exactement. Peuvent être annulés quand on sait que dans le respect... Parce que j'ai dit toujours aux gens, c'est quoi les bonnes élections? Les bonnes élections, pour moi, c'est des élections où chaque Congolais qui en a le droit exerce évidemment ses droits et que son vote est respecté. Ouais. C'est ça les bonnes élections. C'est vers la fin de l'émission que je vous poserai la question si la voix, le vote de chaque Congolais a été respecté. Je voudrais bien qu'on regarde Élisée Odia qui est là-bas au centre Bossolo, au centre de compilation et de publication des résultats. Mais parce que nous parlions tout à l'heure des agents électoraux, la réalisation va nous trouver la vidéo de Fabien Kouswanika. Il est entré en contact, il a été contacté par un agent présumé de la CENI qui a dit certaines choses. Le temps qu'on nous trouve la vidéo, je voudrais revenir à vous, Mike Gardi. Vous dites, Denis Kadi m'a dit ici qu'on a présenté les agents électoraux comme des bourreaux, mais plutôt, ce sont des victimes. Oui. Est-ce que ça a un sens quand on a vu dans plusieurs vidéos qui ont fait le tour du web, des agents électoraux s'est renfermé avec des machines à voter dans leur chambre, ainsi de suite. Est-ce que ce qu'il dit, il est à la défensive pour essayer de dédouaner les siens, c'est ça, Denis? À la défensive, il le sera toujours parce que c'est de son travail dont on parle ici. Mais le problème, c'est que d'abord, je crois que vous le connaissez de par la profession, au niveau des vidéos, il faudra apprendre aux Congolais la culture du fact-checking. Il faut apprendre à contrôler. Il y a des vidéos réelles, il y a aussi beaucoup de vidéos d'intox. Il y en a beaucoup qui se mélangent aux vraies vidéos où il y a eu des scènes de ce genre-là. Quand vous posez la question sur les vidéos de bureau de vote, est-ce que ça a un sens quand il dit que les agents de la CENI sont victimes? Oui, dans certains cas, oui. Pourquoi je dis dans certains cas, oui? On arrive dans un bureau de vote. Quelqu'un qui se prend pour le roi de la circonscription. Il arrive, à 13 h, il se rend compte dans le bureau, on n'a même pas encore compilé, il ne sait même pas s'il a de voix ou pas, mais à la limite du possible, il veut venir importuner les membres de la CENI. Quand on lui interdit quoi que ce soit, les militants arrivent et commencent à saccager pour crier à la tricherie. Certainement parce que les autres l'ont dit, Bisoto Utikuna match Zamabe, Badbazo voté Mingi po Natel, Yo Penza 0. Je vous raconte une scène que moi je connais. Celui-là, c'était pas à la mi-journée, mais à la fin, après le dépouillement. Oui. Il arrive, il se rend compte que finalement, malgré avoir déployé 1200 témoins dans l'ensemble de la circonscription, il fait la compilation, il n'est qu'à 35 voix. C'est-à-dire que même ses propres témoins n'ont pas voté pour lui. Bon, est-ce qu'ils avaient voté? Parce que certains témoins n'avaient pas été admis dans des centres de vote, d'après la dénonciation du clan Katumbi et d'autres. Exactement. Vous savez pourquoi? Parce que dans la notion de la gestion de risque, cette fois-ci, la CENI avait refusé le jeu du genre « je suis candidat, j'arrive, je n'ai peut-être pas assez d'ancrage, j'ai gonfle le nombre de témoins, j'amène 60 000 témoins pour venir voter dans un centre. » Ici, le témoin par centre, par candidat était limité à 5. Quand vous êtes au-delà de 5, le reste, ça n'entre pas, ne vote pas. S'il vote, ça veut dire que c'est en complicité avec le chef de centre qui décide soit à la limite d'avoir touché de l'argent du candidat, ou à la limite d'avoir trouvé d'autres magouilles, ou soit il est de la famille. On ne sait pas dans quel contexte on est. Mais là encore, il y a un problème. Même les gens qui les font, vous devrez savoir que le témoin vote par dérogation. Oui. Ça veut dire que si au niveau de la centrale, avec la commission qui est mise en place pour filtrer le travail qui est fait dans différents centres, et qu'on se rend compte que dans un bureau de vote, un candidat a placé des dérogations pour plus de 5 témoins, vous avez la chance de voir vos résultats être annulés dans ce bureau de vote-là. Parce qu'on est dans un contexte de tricherie, on est dans un contexte de fraude. C'est-à-dire que l'argent que vous aurez donné au chef de centre ne vous aurait servi à rien. Et que vous serez frappé juste par ça. Moi, je connais, il y a même un ami, je ne citerai pas son nom ici pour ne pas salir son image, qui a été même conseiller dans un ministère, à Lemba, dont le nom est sali ici. Il est passé, il y a des gens qui ont vu, et avec son équipe, en train de faire de bourrage et bulletins qu'ils ont eu, je ne sais où, pour venir mettre dans le bureau de vote. Vous comprenez? À la limite du possible, même quand je parle de cette histoire des tricheries, la CENI en tant qu'entité subit des fois, même si elle en est en partie responsable, parce que les agents qui font ça, qui sont à la base de cette corruption, qui sont corrompus à la base, sont des agents de la CENI.
Mais la plupart des cas, il y a une dimension culturelle chez les Congolais. C'est-à-dire, les gens... J'ai déjà entendu quelqu'un dire yo za politique, la politique élection va me saragnon sur la campagne, yo bété au gérer les à côté. C'est-à-dire que c'est tellement une pratique institutionnalisée et c'est devenu presque une règle pour qu'on sache que tu es vraiment politique à solo, faut y avoir couloir après. Et ça le politique beaucoup au lieu d'aller battre la campagne. Ouais. Cette fois il y a eu quand même pire pire que je vous dis, vous savez pourquoi? Mais il suffit de regarder le nombre de candidats pour vous rendre compte de combien il y a qui au tiers. Mais le problème, c'est que tant que le Belamingi, on a tricherie, il y a des quotas de députation nationale. Tu as marqué de comment lire, tu as fait vidéo, on a eu des quotas de bateau, des bourraki, des urnes, on a qui ça. Mingi, basé qu'à bateau union sacrée. Nous parlons plus du bourrage d'urnes, côté, dans ma de députation nationale, mais dans la présidentielle, personne ne prend le risque d'en parler ouvertement. Non, c'est pas personne ne prend le risque d'en parler. Mais au niveau de la présidentielle, je crois que c'est l'élection où les cases sont fixées. Les cases sont fixées. Parce que, je prends un exemple. Les candidats sont le vrai relais. Le vote au niveau présidentiel, il n'y a pas un témoin de la présidence. Les témoins sont généralisés pour un camp politique, pour un candidat, mais partagés. Il n'y a pas un témoin qui vient là au nom de la présidence. Les témoins viennent généralement au nom de formations politiques, même quand le candidat est indépendant, comme le cas du président sortant Félix Tshisekedi. Mais quand ils arrivent à ces niveaux-là, je crois qu'au niveau de la présidence, il y a un problème, c'est que la couleur, la cartographie est dessinée au préalable parce que c'est l'élection mise en avant-plan. La plupart des gens viennent jouer. Là où la corruption entre de fond, c'est, je vous ai dit, quand on regarde le nombre... Alors, est-ce qu'on a corrompu pour la députation? Même pour la présidentielle. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'on a fait autant? Si, on va pas exonérer les gens. On va dire qu'il y a certains, je vous ai dit, il y a des ailés. Quelqu'un qui arrivera quelque part dans un centre remonté, était ça. La preuve, vous avez déjà entendu une fois, le gouverneur s'est permis de dire aux gens, les élections à tel, que voter nanité, voter caca, que voter nan, que voter tel. C'est les gens des discours qui passent pas. Et si quelqu'un peut le déclarer comme ça, il peut tenter de pouvoir influencer le membre du bureau de vote pour ça. C'est pas exclu. Il se raconte que mais à la limite, c'est que dans tout, si vous faites la proportion, vous verrez qu'à la présidentielle, elle est très faible, cette approche-là. Mais c'est pourtant les députés, sachant que c'est une bataille très rude, beaucoup sont venus dans l'idée de pouvoir aller plutôt soudoyer les agents de la centrale pour être parce qu'ils savent que le combat est très difficile. Est-ce qu'on a vraiment triché à la députation sans toucher à la présidentielle? La question, on la posera un jour à Denis Kadima. J'espère bien qu'on se croisera dans cette vie ou dans une autre. Mais semble-t-il que des machines qui sont arrivées auraient été préconfigurées, qui auraient eu déjà des votes avant la livraison des machines. Des votes exprimés en faveur d'un candidat bien connu. Et ça, c'est un monsieur qui s'est fait passer pour agent de la CENI, qui s'est confié à notre confrère Fabien Kouswanika, à qui nous faisons un clin d'œil, qui fait un travail formidable. Sans cautionner le témoignage de cet agent de la CENI, sans remettre non plus en cause la bonne foi de Fabien de diffuser ce témoignage, je voudrais tout l'endamant mon katama extrait mon ke bongo tozonga nande comment et que gardi to continuer émission alelo akomeli ngai garder là-bas na longola na nini wana pour botanga ngo bien totanga ensemble. Bonjour Fabien. La CENI a souvent effectué la tricherie au sommet, mais cette fois-ci la CENI de Tshisekedi a changé de stratégie. C'est pourquoi ils n'ont pas eu besoin de couper Internet, car la tricherie a été effectuée au niveau local par le chef des centres. Voici les scénarios. Donc, ndenge va fonctionner qui. 1. Machine à voter avec stock de votes déjà préconfiguré. Donc, en d'autres termes, la machine à voter, mais nakati kuna ba stocké déjà nombre de votes oyo yangwe ko sala, ils ont déjà préconfiguré, donc ils ont configuré à l'avance. Tant que vous avez une machine, ce n'est pas que yo bandi, après ainsi de suite, voilà. Ne, on a directement, ils ont un kati. 2. Témoins chassés dans plus de la moitié des bureaux. Vous avez des preuves, vous avez des témoignages. Il y en a bengani batu. Ils ont prolongé la vote. Tina pourquoi? Bani ezate pour bengana batu. Souvenez-vous de l'image qui a circulé. Limite des lecteurs atteints.
voir l'image ci-dessous. Ils ont appelé cela panne, mais c'est des machines qui venaient avec des votes et qui n'ont pas été initialisées devant les témoins, mais plutôt depuis les antennes de la CENI. C'est plus de 70% des cas. Image, image nini. Je vous montre l'image. Et ça, image. Bon, voter, par exemple, côté qu'on a 260 à extrême gauche, hein, 260 bar 183. Ils vous disent la limite du nombre de votants a été atteint. Ben, si nous panne, non. Ndekwa-Seni me dit, panne, ça signifie que la machine a essayé de voter, qui déjà, et ne sikoyo, comme nani wana, et comme si vous réinitialiser yango, alors que déjà, si vous avez un niveau, il y a Bantene, il y a Seni. Et Ndekwabi, c'est plus de 70% des cas. Et vous vous étonnez que Chilombo en a plus de 70%. Alors, Ndeko a continué l'explication. Attendez, parce que nous avons un point wana. 3. Le chaos a été planifié, calculé. Les votes retardés et prolongés ont été voulus pour que dans ce chaos et cette impatience des électeurs, les machines ne soient pas initialisées. 4. Les machines qu'on a vues dans les chambres devaient par la suite rejoindre les bureaux, mais en soirée, là où les votes ont débuté volontairement, tardivement. Donc la machine, il fallait qu'il y ait tant voter. Donc ils ont retardé la machine volontairement pour que Bino Lembi, Bobaye, après Bengani témoin, pour que na Boutou, Bango Baya, Baye Bagosala, Forna Bango, beaucoup plus calmement. 5. Bien. Clin d'œil à Fabien. On t'aime bien, Fabien. Merci pour ce que tu fais pour ton pays, à distance. Mike Gardi. La théorie complotiste machine préconfigurée, des suffrages déjà exprimés en faveur d'un candidat, tout était fait, orchestré pour que ce chaos arrive, c'est ça. Surtout l'année témoignage, Johanna. Tout était fait pour donner un deuxième bail au président sortant. Un témoignage sous anonymat, dont le journaliste prend la responsabilité. Ouais. On ne sait pas lui dire un nom brutal, mais réfléchissons dans le sens contraire. On dit les machines ont été préconfigurées pour pouvoir donner déjà où les gens avaient voté à l'avance. Quand on dit les gens ont voté à l'avance, je me demande, je dis, que faisons-nous de ce voie-là quand les chefs de centre et les autres témoins finissent, clôture, comptabilisent? Les gens oublient souvent que le rapport donné par les centres sont d'abord... Mais on a vu que le vote Kendaketina Boutou Makassi, c'est peut-être en ce moment-là que tout a été opéré. C'est facile de raccorder les choses dans ce sens-là. Ouais. C'est très facile. Mais la question, c'est que vous êtes sûr que le chef de centre, sur l'ensemble du territoire national, chef de centre, clôtura qui rapport Nabango, sans présence, il y a témoin d'observateur, je ne pense pas. Soyons rationnels. C'est qui cet observateur? Je pose une question. Vous savez que pour cette fois-ci, la mission d'observation électorale conjointe Senco-ECC a quand même fait un effort de multiplier beaucoup de témoins plus qu'en 2018. Est-ce que vous avez entendu ces points de vue dans ce rapport-là? Je ne crois pas, il n'y en a pas. Ils sont restés dans le côté organisationnel, mais dans le fond, le travail a été fait en présence de gens. Je vous dis qu'il y a des bureaux de vote où il y a eu des cas litigieux pour certains candidats. Il y en a eu. Mais faisons la proportion. On ne peut pas dire ici que c'était prêt, et puis il dit dans 70% de machines. C'est là où il dit faux. Et puis quand on parle de 70% de machines, est-ce que les gens savent que sur le commande de machines, il y a près de 40% de machines qui sont en fait le relique du processus de 2018. Est-ce que les gens savent qu'on a utilisé beaucoup de machines, surtout les machines qui ont été déployées à l'intérieur, à l'avance, pour éviter qu'il y ait un problème des difficultés accrues de déploiement? C'est des machines qui étaient déjà dans la base ici. Bon, ça a été configuré sur place où et par qui?
Vous savez, quand on est dans la période électorale, c'est plus facile de raccorder les choses. Non, ça a été triché à gauche, ici, à gauche, à droite. Mais je crois que sur terrain, la réalité est là. On a tous vu, on a tous été dans le bureau de vote. Mais la machine, comment on a battu à Tambola Kanango, la bandaku, misusu na tinaba wenze, pour ne pas exagérer. On a outi wapi, et outi na dépôt nini. Tu sais, et bimeli wapi nani a pesi nani. Les gens vont peut-être pas tout comprendre. Quand vous parlez des machines, Jean-Pierre Kaembe, retournons en 2018. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 3 entrepôts qui ont été saccagés? Est-ce que vous savez que cette fois-ci, plus de 3 fois, il y a eu presque, j'ai envie de dire, sabotage dans certains entrepôts de la CENI? Ou jusque, je crois, à 1 mois des élections, quand il m'a dit, malgré le fait que c'est arrivé, on a de quoi combler le vide pour pouvoir persister et aller aux élections le 20. À quoi ont servi ces machines? Ils vont le vendre à qui? Ce n'est pas des ordinateurs. Pourquoi les gens se sont permis d'aller faire ainsi? Les politiques ne sont pas nos frères, en fait. Ils viennent ici, ils trouvent un incident, ils vont prendre là-bas la machine, et vu que bon, machine les a configurées, après, dans le système à configurer. Mais c'est là où je dis aux gens que le fait qu'il y a eu une corrélation technologique dans les machines, c'est-à-dire les bulletins que vous mettez à côté, et dans le bureau de vote, je rappelle encore, les voix comptabilisées que vous avez vues affichées et transmises là-bas, c'est des voix comptées en présence. Les vidéos sont aussi là. Tshisekedi autant, Katumbi autant. Bon, s'il y a eu une marge, comme ils disent, de plus de 70%. Parce que oui, évidemment, il y a des bureaux de vote, plus de 70%. Il y a moins de votants, plus de suffrages exprimés. Le nombre de votants qui ne correspond pas Soyons relatifs. Quand on dit il y a eu plus de votants que il y a eu plus de suffrages exprimés que le nombre de votants, il faudra que quelqu'un nous le prouve jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis pas de ceux qui qualifient les infractions avant les actes. Tel autant. Mais au tali, le nombre de votes, mais comment le vote, le suffrage exprimé et les qui voter? Ça signifie qu'il y a des gens qui ont voté 2, 3, 4, 5 fois. J'ai vu des PV, mais ils n'avaient pas candidat député. Moko na monaki à Serge Kayembe. Il y a député Moko na Bosani Kombo a Komiwana a travaillé na chef de centre à Vimbisi Bavouane. Je vous ai dit ça. Ça encore, c'est une image. C'est une image. On cherche juste à te plaire. Parce que dans la consolidation au niveau de la CENI, les bureaux et au Tiewana et opposé au problème où vous allez, ça ne sert à rien de bomber. Si vous le faites dans l'idée que Batouba Mona Kete Ngaïnde na gagné mais Bazo Bingaï, peut-être. Bazozo Babino. Mais en réalité, techniquement, ce qu'ils font là ne passe pas. Total à l'écart maintenant entre le candidat Félix et Moïse Katumbi, vous verrez que l'écart est vraiment payant. Comment on en est arrivé là? Le président sortant qui comptabilise à ses jours plus de 4 millions de voix contre moins d'1 million pour son poursuivant direct. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup ont dit, mais Élisée qui était dans la campagne de Moïse Katumbi, oui, effectivement, Élisée Odia était avec nous dans la campagne, mais comme nous-mêmes, nous n'étions que journalistes. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, pour vous dire qu'il y avait 2 équipes autour du candidat Katumbi, une équipe de com, une équipe de presse. Donc, parce que comment on va continuer la campagne, mais t'as tout, candidat Wazakopola. Moi, je n'ai pas donné des consignes de vote. Je suis allé faire mon travail comme journaliste. Évidemment, j'aurais souhaité que Moïse Katumbi l'emporte. Mais ce n'est pas à moi de commencer à justifier pourquoi dans tel bureau de vote, il y a eu moins de voix, pourquoi là-bas, il y a eu un peu plus, pourquoi Félix en a plus, pourquoi lui en a moins. Ça, ce n'est pas mon rôle. On est dit rôle de politicien, observateur, on a témoin. Tout le monde a dit que Elisa Lobi, bon, on continue le solo, on a collé Kate. Bon, je voulais vous présenter ce résultat. D'abord, il y a 2 cartes derrière moi. Vous pouvez voir, total des suffrages déjà exprimés et décomptés, c'est 6 122 456 000. Et Tshisekedi arrive en tête avec un peu plus de 4 835 253, suivi de Moïse Katumbi, 873 616. Donc, Tshisekedi est à
78%, presque 79%, et Katumbi il est à 14%. Et de l'autre côté, moi je voulais vous montrer l'autre carte là, c'est la cartographie. Tout ce que vous voyez en bleu, c'est les provinces ayant voté Tshisekedi. En rouge, c'est toutes les provinces ayant voté Moïse Katumbi. Donc en rouge, vous voyez Olomami, Lualaba, Okatanga, Tanganyika, c'est-à-dire tout le Grand Katanga a voté Katumbi. Et le reste des provinces ont voté, le reste a voté, les différentes autres provinces ont voté Tshisekedi. Kwilu, c'est la seule province où Fayulu est en tête. Donc je tenais également à vous présenter, c'est là à vous dire, aujourd'hui c'était près de 52 circonscriptions, les résultats de 52 circonscriptions qui ont été présentés. Et sur les 52 circonscriptions, Tshisekedi l'emporte sur 46 circonscriptions. Dans certains coins, c'est le taux de réussite de Tshisekedi frôle des pourcentages carrément insolents. Par exemple, à Ndemba, où Tshisekedi fait près de 99,78%, des scores presque insolents. Mais Katumbi gagne dans 5 circonscriptions. Et Martin Fayulu gagne dans une seule circonscription. On a essayé de poser la question. Bien, c'est carrément des scores soviétiques. Mike Gardi, Tshisekedi qui est en tête dans une quarantaine de circonscriptions. Katumbi, 5 seulement. La grosse déception pour cette élection, c'est Martin Fayulu qui n'a pas pu maintenir sa place de meilleur perdant ou de président élu en 2018. Mais c'est parce que, vous savez, la vie politique, ça se gère différemment. Vous savez, je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens, mais je crois que ce qui est allé en faveur de Tshisekedi, c'est beaucoup plus cette fragilité, cette faiblesse de l'opposition, que les efforts consentis. Je donne un exemple. La dispersion, enfin. Pas forcément la dispersion, mais vous savez, on peut être divergent, mais on réfléchit de la même manière. On ne peut pas être divergent, on se tape dessus. Un peu comme Mukwege l'a fait contre Katumbi, le traitant de tout le monde, qui ne sait pas ce qu'il fait d'une contre-campagne. Oui, à un moment donné, la bagarre c'est entre eux, opposants. Ils se sont battus entre eux, Fayulu qui tapait sur le deux. En fait, vous avez vraiment donné l'impression que ces gens-là, les égos surclassaient la question d'intérêt général. J'ai dit ça aux gens dès le départ, qu'il y avait 3 têtes pour moi, c'était une presque mission impossible de le voir ensemble. Il y avait Katumbi, il y avait Martin Fayulu, il y avait Denis Mukwege. Mukwege ne sachant pas qu'il était un plan B, au cas où Katumbi serait empêché. Quand Katumbi rentre dans la danse, toute cette ceinture de parrains se sont retournés, ils sont allés ailleurs. La preuve, c'est que même la plupart des gens qui l'ont soutenu à un moment ont fini par trouver un terrain d'entente pour le concilier, le pousser vers les autres opposants. Mais pour ce qu'il est de sa notoriété, il s'est dit, vouloir m'aligner maintenant, c'est mourir politiquement alors que je suis encore un bébé qui vient de naître il y a à peine quelques mois. Mais en faisant cela, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui c'est une stratégie payante, mais bon, tout ce que je sais, c'est que politiquement, il a très mal commencé, il s'est cassé les dents, ça c'est une certitude. Il a échoué avant même d'avoir commencé. Avant même d'avoir commencé, c'est ça la difficulté. Et aussi parce que j'ai dit aux gens, j'aurais été Denis Mukwege et je prendrais le temps. Il ne faudra pas qu'on te jette comme un cheveu dans la soupe comme ça. On arrive à 2, 3, 4, 6 mois des élections et puis on vous balance en tant que candidat. Les rumeurs mais depuis toujours, en écoutant ce point de vue, on savait que c'était imprésidentiable. Il y a encore une année, l'homme disait qu'il n'était pas intéressé par la politique parce que c'était un scientifique et autres. Les choses ont commencé à changer après le dernier contact avec François Hollande, qui était l'émissaire pour venir le convaincre de pouvoir s'engager dans cette voie-là politique. Mais au-delà de ça, Martin Fayulu, c'est quelqu'un... Avant, je pensais que Martin Fayulu était mal entouré, jusqu'à ce que je croise les gens qui sont autour de lui et dit non. Fayulu avait des gens capables de conseiller et de faire un bon travail autour de lui, mais c'est plutôt l'homme qui n'écoute pas les gens. Il se prend pour un homme providentiel. C'est-à-dire que dans son ego, c'est lui ou personne. Et malheureusement, ça, une posture qui lui a d'ailleurs valu beaucoup de choses, je ne veux pas revenir sur le passé, mais une posture pour un politique qui ne marche pas. Il est resté passé. Il n'a pas su travailler sur lui. La preuve, aujourd'hui, même le parti de Matata a plus d'ancrage que les idées.
pour quelqu'un qui a bénéficié de cette fédération de force de tous ces pairs de l'opposition, qui a été un challenger en 2018. Et qui n'aura aucun député. Qui n'aura aucun député. Et les options, c'est suicidaire. Pourtant, moi, dans la sémantique, quand il a parlé, j'ai dit aux gens, faites attention. Fayoulou dit, on ne va pas aligner les candidats à tout le niveau. Ça ne veut pas dire qu'il s'est dégagé. Parce que quand le FCC ne voulait pas aller au processus, il dit, nous ne sommes pas partie prenante à ces processus électoraux. Nous ne participerons pas. Mais quelqu'un qui vient avec des arguments sémantiques du genre, nous n'allons pas aligner le candidat à tous les niveaux, prenez les choses avec les pincettes, parce que je connaissais l'homme, je savais qu'à un certain moment, il va se rébuffer. On dit ça c'est Perrault, je le cite, qu'il aurait reçu un peu d'argent pour ne pas se retirer, s'aligner derrière Katumbi, et comme ça, il y aura une dispersion des voix. On aurait laissé Katumbi, si c'est vrai ce qu'on dit, on aurait laissé Fayoulou, il ne se serait pas aligné derrière Katumbi. C'est un problème de considération entre les deux hommes. Ils ont déjà été ensemble, il ne faut pas oublier. Il ne se serait pas aligné, surtout pas pour cette fois-ci, parce qu'il sait que le faire, ça serait l'enterrer complètement. Or, c'est quelqu'un qui déteste jouer les seconds rôles. Et aujourd'hui, il faudrait se mettre ensemble pour revendiquer la vérité des urnes. C'est tard. C'est là où je dis que les gens ces gens-là ne comprennent pas que le Congolais a quand même grandi un tout petit peu. Quand il fallait fédérer les forces, vous dites non par vos égos. Quand il fallait vous soutenir les uns les autres, vous êtes tapés dessus pendant le processus électoral. Quand vous arrivez aux élections, parce que les élections n'est pas une magie, et que vous subissez les conséquences de votre irresponsabilité, moi je préfère le qualifier comme ça, vous retournez vers ces mêmes populations pour aller revendiquer. Ma foi, c'est une montagne de contradictions qui ne dit pas son nom. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Deuxièmement, la stratégie de on va tous être candidats, on s'aligne, on nous confirme à la CENI, et puis après, on va fédérer les forces. La preuve, regardez. Délice Sanga continue à avoir de voix, Matata continue à avoir de voix, c'est des voix perdues et gâchées. Oui. Ça, encore une fois de plus, pour moi, c'est une faiblesse de stratégie. Donc, si tous les autres candidats s'étaient rétractés un peu plus tôt et réorienter les forces vers un candidat, on ne serait pas dans ce contexte-là. Ah, mais là, on redoutait que Katumbi soit invalidé. On redoutait, mais la question, c'est que pourquoi redouter? C'est là où je dis que la vraie politique, dans la vraie stratégie politique, c'est le pouvoir d'anticipation. Tshisekedi aurait commis la bêtise de mettre Katumbi hors jeu, il se serait tiré une balle dans le pied. C'est lui qui a favorisé presque le retour de Katumbi après que ce dernier ait été meurtri. Et ça, on connaît l'histoire. Mais les autres étaient, en position de tireurs embusqués, attendre que si Katumbi n'est pas là, c'est Sanga Lornier aussi pouvait être le candidat commun. S'ils ont dit ça à Katumbi, ils l'ont menti. Ils ont fait pas ça pour ça. Ils ont fait ça pour faire monter les enchères et les mis du possible lui prendre par la gorge. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Pour pouvoir désister, ils ont obtenu de l'argent. Ça, nous n'avons pas de preuves qu'ils les ont reçu de l'argent. J'ai échangé. Tu sais que j'ai l'habitude de prendre la mesure. J'ai échangé avec Franck Diongo, avec cette Kikouni qui était ici d'ailleurs. C'est Sanga que j'ai croisé à Gemena, Lissala et ailleurs. Nous avons pu parler quand même. Jean-Pierre Kaïbé. Je sais que vous êtes journaliste. Donc, ici, sur ce plateau particulièrement, vous faites votre rôle de journaliste, vous ne pouvez pas dire les choses. Ici, dans ma casquette d'analyste, je vous dis, moi j'ai de preuves déjà en interne. Il y a même eu des combats en interne des partis politiques entre les secrétaires généraux et les quelques membres qui pensaient en avoir aussi droit. Ils ont récupéré de l'argent, ils n'ont pas fait ça pour des stratégies d'être des tireurs embusqués, c'est faux. Ils ont fait ça parce qu'ils savaient, ils s'est dit, à un moment près, ça peut ou ne pas marcher. C'est l'incertitude qu'ils avaient vis-à-vis du candidat Katumbi. Et on dit, on ne va pas aller à l'aveuglette comme ça. Il faudra qu'on se positionne au cas où ça ne marche pas. Chacun va faire sa route. Mais à la limite du possible, et quand cette stratégie va marcher, chacun de nous pourra faire monter les enchères et chacun pourra récupérer d'une manière ou d'une autre. Mais avant de parler de la marche d'aujourd'hui, ces scores soviétiques ou quasi-soviétiques de Félix rappellent quand même ces élections à l'africaine. Bon, les élections à l'africaine, je l'ai toujours dit, on est africain. Tout s'est fait à l'africain, de cette manière-là. On ne sera pas surpris qu'il ait 90% des voix à l'allure où vont les choses. À cette allure-là, personne ne sera surpris. Et c'est là où je dis que je crois que la bonne stratégie de cette CENI-là, c'est de ne pas aller de manière brutale. Vous sortez aux gens de manière brutale, comme Nanga l'a fait. Tu sais qu'il gagne sur 15 millions de votants, il a 14 millions. C'est la bagarre. Parce que finalement, ça ne nous surprend plus. Hein? Non. Moi, je sais qu'il va être proclamé. C'est du coup. C'est là où on vous dit. Je commence à suivre de moins en moins. C'est là où on vous dit que chacun dans le monde a sa spécialité. Ça veut dire? Ah, mais pose la question le jour où tu auras Tite ici, il te dira. Au-delà de son expertise dans la formation électorale, c'est quelqu'un qui a formé aussi les gens sur la gestion des risques électoraux. Parce que, Denis? Oui.
Savoir dire aux gens, ce que vous verrez là, c'est pas un mal abstrait qui naît de nulle part, c'est la somme de ce qu'on a pris collectivement et ce qui donne ça. C'est-à-dire, il vous ramène dans l'équation pour ne pas vous surprendre avec le résultat final. Ben, on a tout de même décrié la qualité de ces élections, les cartes d'électeurs. Si vous voulez qu'on parle de la qualité, on arrivera. Tout ce qui est si allé vous voulez avec. qu'on parle de la qualité, on arrivera. Bien. On arrivera. Ok, mais on est d'accord que c'est une élection à l'africaine. Comme partout dans le monde, bon, pas partout dans le monde, comme partout en Afrique, les élections, il y a un prisme africain et il y a un prisme européen. Les Européens ont eu une manière, parce que de toute façon, ce sont eux les géniteurs de ces là-bas, il y a des vraies élections. Mais chez nous, pas vrai, parce que si c'était pas plus ou moins, si c'était le cas, on n'aurait pas vu le scandale du siècle. Les gens allaient violer le Capitole juste avec l'élection de Donald Trump. Bien, je voudrais qu'on s'amuse un peu à regarder Claude Machala, notre aîné, à qui nous faisons également un clin d'œil. Il sera ici, un de ces quatre, les vieux Mafouela, comme on l'appelle sur les réseaux sociaux. J'aime bien l'appeler Mouzalé. Il nous a fait rire un peu. Je voudrais qu'on regarde sa petite comédie. On reviendra pour terminer l'émission avec Mike Gardi, en espérant que vous passez, vous, un excellent moment de télé. Nganga saelaki bango kisi kasi mana bango abongo na motema abongo na motema abali Yesu ata bolambi lopele ya mami wata bolia toyate via lobi ata bolamba ki lopele ya mami wata bolamba bolia tokoyate est-ce qu'il y a maralopele ya mami wata pour la biso ata ezaka la Thompson, mais pour la biso mami wata est considéré comme étant un être vivant, un être proche de l'humain. Donc on a limité que ça un pécheur à kenda azul lopele ya mami wata dame ango on les a dévoués par interdit. Mais je crois que quand il dit ça, bon, je peux déchiffrer, c'est pas exact mais je déchiffre. Il dit nganga apesi bango kisi. Ça veut dire que mon kisi boké nangwana. Eza sou ne fêté parce que source na bino eza souté. Mais la question maintenant, il dit ça à qui? On lui posera la question parce que c'est la question quand il arrivera ici. C'est qui le ngango à Bongoli Moutema? Ils ont répondu. J'ose pas croire qu'il parle de Kabila. Ah, peut-être. Sora le que Kabila ndenganga Bongoli Moutema, communication là ça va tirer de partout. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Claude Machala viendra ici s'expliquer. Mais le FCC n'est pas d'accord parce que Peter Kazadi a dit que le FCC n'a même pas le droit de s'exprimer, de donner un point de vue sur ces élections parce que n'étant pas partie prenante. Il a été vite renvoyé aussi à ses chères études. Oui, mais en fait, le problème c'est que moi je suis quelqu'un de très sincère. Je crois qu'à la limite du possible, le VPM Peter Kazadi doit faire un peu profil bas. Le processus électoral est un mécanisme politique. Chacun a le droit d'y participer ou ne pas participer, mais on n'enlèvera jamais à qui que ce soit le droit d'observer et d'en parler, surtout pour une formation politique. S'il dit qu'ils ne sont pas partie prenante, donc même les sociétés civiles qui n'ont pas de candidats qui l'alignent pas ne peuvent pas parler. Je vais lire d'ailleurs quelques réactions. Non, c'est pas ça, il ne peut pas dire ça. C'est important, ils ont dit, il y a Francine Mouyumba et d'autres qui ont réagi très rapidement. Mike Gardi, gardez votre mal en patience. Voilà. Lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, demande au FCC de se taire parce que n'ayant pas pris part au processus électoral, à juste titre d'ailleurs, et tout le monde le constate aujourd'hui, c'est comme s'il escamote toute une page de l'histoire de notre pays. Ça, c'est Francine Mouyumba. Alors, il y a Marie-Age Mouchobeko qui dit, aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, il est clair que le FCC avait totalement raison parce que toutes les oppositions ainsi que la majorité de la société civile demandent l'annulation de ces simulacres d'élections et exigent la réorganisation de la CENI, la révisitation de la loi électorale ainsi que l'organisation de nouvelles élections plus transparentes et plus crédibles. En bref, ils rejoignent les exigences du FCC qui ne va pas se taire. Ça, c'est Mouchobeko. Il y a aussi le professeur Momat, vous allez prendre la parole, qui dit qui devrait se taire entre ceux qui ont organisé le simulacre électoral qui expose désormais toute la nation à la risée planétaire et ceux qui avaient prévenu cet opprobre. L'humilité est une vertu, M. Peter Kazadi.
Ben, je crois que c'est des avis politiques. De l'autre côté, je ne pense pas aussi que l'FCC peut prendre la posture d'enseignant en ce qui concerne le processus électoral, oui. Mais je suis de ceux qui estiment que le monde évolue. Je ne fais pas des choses médiocres parce que Jean-Pierre Kaimbe qui est passé devant moi l'a fait. Je ne parle pas de l'élection, c'est un exemple. Parce que je ne considère pas cette élection comme étant médiocre. J'ai un point de vue différent des autres. Mais à la limite du possible, et c'est comme je dis, Peter Kazadi ne peut pas aller à l'idée de pouvoir interdire. C'est une forme de dictature. C'est restreindre la liberté d'opinion, surtout pour une formation politique. Ils ont fait le choix de ne pas participer parce que, entre guillemets, les élections étaient décidées avant, mais moi je pense que c'est pour autre chose. Je pense que Kabila prend le temps de pouvoir organiser sa formation politique et je ne suis pas sûr que ce sont les vautours qui tournent autour, dont certains ne savent même plus où aller, qui peuvent parler en son nom. L'homme a eu le temps de parler, il a fait ce qu'il pouvait faire, maintenant, il observe. D'ailleurs, je crois qu'ici, il faut dire la vérité, Peter Kazadi a donné l'occasion justement au FCC de pouvoir délier la langue, de pouvoir parler, de pouvoir taper dessus. Il n'en avait pas le droit. Que les gens parlent, que le FCC parle, c'est dans leur droit, la liberté. Si même des citoyens lambda à gauche là-bas peuvent émettre un avis, de par sa page Facebook ou n'importe où, on est dans une société. Et que dire d'une formation politique? Que dire d'une formation politique? Alors, faut-il finalement annuler ces élections au regard des critiques qui fusent des part et d'autres? Malheureusement, je ne connais pas les processus électoraux qui a manqué de critiques. On l'a commencé depuis toujours jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il faut annuler les élections? Je ne pense pas. Au 4e cycle, nous devions censé améliorer les choses. Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis. Si, quand vous parlez des... on est censé améliorer les choses. Ce que moi je trouve d'amélioration dans ça, c'est qu'on y va palier par palier. Ça veut dire que chaque formation politique a l'occasion de suivre et de pouvoir faire le calcul à la fin. Ce n'est pas des résultats publiés de manière embusquée. Tel a autant, l'autre a autant, sans savoir également quel est le schéma établi. Aujourd'hui, ce que le schéma est progressivement, et aujourd'hui, les candidats, personne ne pourra se prévaloir d'aller devant la cour sans éléments de preuve. Chacun a, de par ses témoins, la plupart de compte rendu des différents bureaux de vote dès sa circonscription. Les Katombis n'ont pas assez de témoins d'ailleurs. Si, ils n'ont pas quoi? Ils ont dit qu'ils n'ont pas assez de témoins parce que certains de leurs témoins n'avaient pas été accrédités ou admis dans le bureau de vote. Je vais dire aux gens de Katumbi, si c'est le cas, prenez soit les copies de la mission d'observation de la Senco ECC ou encore aller à la CENI. Dans la nouvelle loi électorale, la CENI a l'obligation de mettre à la disposition de chaque candidat et chaque formation politique les moyens de sa défense pour en arriver au niveau de la Cour. Chacun en aura. En parlant d'ailleurs des missions d'observation électorale, la Senco a promis de se prononcer après la publication complète. On verra bien ce qu'ils ont à faire. Mais à Kachobwe ou à Lofoy, on est formel, on ne saisira pas la Cour constitutionnelle. Moïse Katumbi va-t-il se la jouer à la Tshisekedi? On se souviendrait bien du Sphinx qui n'a pas souhaité saisir la Cour suprême de justice à l'époque, en 2011, dans le contentieux électoral face à Kabila. Kamere y est allé seul. Fait le cardinal Monsengo a beau insister, le Sphinx a refusé et il prêta serment chez lui à la maison sur la Bible. On connaît l'histoire. Je voudrais qu'on regarde Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Katumbi. Il a dit un certain nombre de choses. On reviendra pour clôturer l'émission. En qualité de porte-parole du président Moïse Katumbi, j'entends porter à la connaissance de tout un chacun la clarification suivante. Après les élections les plus chères et les plus frauduleuses jamais organisées en République démocratique du Congo, on entend à travers des déclarations et des communiqués des appels invitant les candidats qui contestent les résultats de cette tricherie à recourir aux voies légales et à la Cour constitutionnelle. Mon devoir consiste à rappeler à ceux-là que pour se maintenir au pouvoir, le régime en place a mis en place une structure officielle de fraude allant de la CENI à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, toutes les organisations chargées du processus électoral ne sont présidées que par des éléments, des membres appartenant à la tribu de Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est donc le dernier maillon de l'axe du mal et constitue le prolongement de la machine mise en place par le régime pour son maintien au pouvoir. La Cour constitutionnelle ne pourra que consacrer la fraude orchestrée en amont
recourir à elle lui permettra de blanchir la fraude de M. Kadima et de jouer pleinement son rôle dans l'axe du mal contre les vraies élections. M. Denis Kadima a planifié et organisé un chaos qui ne pourra jamais être annulé par la Cour constitutionnelle, déjà trop décrié dans son fonctionnement et surtout pour son président. Autre chose. Suite à toutes les irrégularités reconnues même par M. Denis Kadima, la CENI a décidé de créer une commission qui va enregistrer les dénonciations, investiguer, sanctionner et même annuler certains scrutins. Autre hypocrisie. Tout le monde sait très bien que M. Denis Kadima est l'auteur principal de ce chaos, certainement téléguidé par le bénéficiaire. Comment raisonnablement peut-on espérer que la CENI ou que M. Kadima mène une enquête objective? La CENI va-t-elle se transformer en témoin ou en mission d'observation? Il faut tout simplement annuler ces élections. Il y a impérieuse nécessité pour tout le monde de continuer à démontrer toute la fraude qui discrédite foncièrement ce processus mafieux, qui n'aura été qu'un gouffre financier, plus d'1,2 milliard de dollars américains divertis entre des copains. Pour revenir à la Cour constitutionnelle, que pouvons-nous attendre d'elle si l'on sait que son président a félicité la CENI pour la qualité du travail abattu? Il a déjà donné son opinion pour rassurer le candidat numéro 20. Et en principe, un juge qui a donné son opinion ne peut même plus connaître d'une affaire, que ce soit en contentieux des résultats, que ce soit en inconstitutionnalité ou pour toute affaire impliquant la CENI, qu'il a déjà félicité. En réalité, il ne nous reste que l'article 64 qui fait obligation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de faire échec à toute tentative illégale de prise de pouvoir. Eh bien, on va clôturer par là, Mike Gardy, la marche de l'opposition qui semble dégénérer. En ce moment, on a vu quelques premières victimes, dont le garçon qu'on va voir tout à l'heure à la télévision, qui essaye à partir du nez, Martin Fayolo qui vient à sa rescousse, des pneus brûlés autour du stade des Martyrs, une partie à la Tchangou aussi. Faut-il craindre le pire? Malheureusement non. Je crois que pour la marche, je crois que c'est une expression de liberté. Mais je pense aussi que s'il faut être sincère et vrai, pendant cette période électorale, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas la raison d'être de cette marche, dans la mesure où, qu'on le fasse maintenant ou après, je ne vois pas quels sont les résultats obtenus maintenant. Et à la limite possible... C'est un combat, une bataille d'arrière-garde perdu d'avance. Quand vous liez les événements, vous vous rendez compte que finalement, parce que même quand on entend Olivier Kamitatou parler, il y a beaucoup d'éléments de langage déjà utilisés avant même le processus électoral qui continue, qui persiste maintenant. Ça veut dire que les gens étaient déjà dans une mentalité déjà préparée. Pour la marche, je crois que l'autorité de la ville a pensé bien faire parce qu'on est dans une période électorale. Il faut éviter tout élément parce qu'on est dans une période très, très sensible. Il faut éviter tout ce qui peut dégénérer. Il ne faudra pas oublier que c'est par un simple fait de football, de match de football, que toute la République a pris une autre tournure. Et donc pour vous, il fallait absolument interdire cette marche? Pas forcément absolument, mais je crois que c'est le choix de la raison pendant cette période, que chacun reste là, que le politique essaye d'abord de se battre différemment et après attendre, et surtout que les résultats, même les résultats provisoires ne sont pas encore manifester, c'est publiés. démocratique. Mike Gardy. C'est ce que je dis, c'est démocratique. Je parle... Je justifie, je me permets de le dire, je justifie la décision de l'autorité de ne pas le permettre en cet instant, pendant cette période. Mais quand ça Etienne, ils l'ont fait, que la police fasse son travail d'encadrer, bon, je ne sais pas même si vous allez encadrer, je ne pense même pas qu'il faille envoyer la police, parce que ça sera une occasion encore de pouvoir créer de l'attention. Mais si vous me permettez, je vais faire un commentaire sur le discours de Olivier Kamitatou de manière très rapide. Ouais. Je regrette le fait qu'il commence par citer des éléments d'ordre tribal en liant tels les gens du clan de Tshisekedi. Je connais cet homme-là, pas lui, il ne peut pas tomber jusqu'à ces niveaux-là. Il ne faudra pas lier ces histoires tribales aux questions, au protagonisme politique. Ça n'a pas de place et ça n'a pas de sens. Mais en fin de compte, je me rends compte que l'opposition veut mettre sur le dos de gens
son irresponsabilité, son impréparation, parce que la plupart, rien qu'à entendre comment ils se sont comportés, personne n'était préparé pour les élections. On peut beau taper sur Denis Kadima aujourd'hui, qui a violé les cadres légaux, oui, mais dans l'idée des politiques, il fallait qu'il demande le report de combien de 2 semaines pour faire les choses. Mais même dans le contexte de 2 semaines, ça serait violer le cadre légal. On les fasse en 2 jours, ce que moi je qualifie de glissement technique, oui, c'est peut-être violer le cadre légal, mais le bonheur, c'est que ces glissements techniques ne dérangent pas l'ordre constitutionnel. Or, les glissements politiques sont généralement des natures. Quand tu donnes la possibilité à un politique de pouvoir autoriser un glissement, il prendra 6, 7 ou 8 mois pour 2 agendas cachés. Ils ne sont pas tous là venus parce qu'ils pensaient qu'il allait gagner. Ils sont venus pour des agendas différents. Certains pour faire alliance avec tel autre candidat, d'autres pour acquérir une certaine stature et aller faire avec des affaires après. Mais maintenant, là, je crois que la seule chose qu'on peut dire aux Congolais, Jean-Pierre, oui, parce qu'il y a eu processus électoral. Dans ces processus électoraux, les résultats sont publiés circonscription par circonscription, tenant compte des résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y a eu des cas d'irrégularité, je vous ai dit ici, oui, c'est vrai, il y a eu des députés, il y a eu des gens qui sont allés dans l'idée de pouvoir violer le secret du vote, mais dans la mesure du possible, il faut tenir compte de proportionnalité. Le bonheur, c'est que cette commission a mis en place une enquête. Par le bénéfice de doute, on leur accordera le droit de nous dire de manière explicite quels sont ces bureaux de vote où il y a eu des taux de tricherie et le sanctionner. À la limite du possible, on ne peut pas ici définir le chose. Voilà. Cette CENI-là a fait son travail, ne qualifions pas les infractions avant les actes, laissons la CENI finir son travail et après, on reviendra parce qu'il y a un dernier recours qui est la Cour. À ce niveau-là, si les politiques estiment que les irrégularités sont des natures à entacher le processus, si vous ne voulez pas aller à la Cour, faites la pression comme vous voulez le faire maintenant. Mais là, ça ne sert à rien. Je répète, si l'opposition, si Tshisekedi gagne aujourd'hui, cette opposition a été irresponsable. Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de leur dire. Cette opposition a été et restée dans cette politique qui ne paye jamais. Quand la CENI vous ouvre le porte, organise des journées portes ouvertes, au lieu d'envoyer, si vous ne voulez pas aller, au lieu d'envoyer des gens pour aller là-bas récolter le système, le fonctionnement de la CENI, pour alimenter vos centrales électorales de partis, quand la CENI vous invite dans les différents dialogues pour comprendre et le prendre par le mot, vous refusez d'y aller. Et après, c'est sortir des théories complotistes et du genre, non, bah, ça l'a qu'un mot déjà avant, parce que cette fois-ci, on ne sait pas de manière factuelle prouver effectivement que le score qu'on voit là-bas, parce qu'il y a eu une tricherie à gauche et à droite. Merci bien. C'est pas ça. Il ne faudra pas brûler la République. Vous avez des millions en banque, vous avez d'autres, pour la plupart d'autres nationalités. Nous, on n'a que le Congo et nous, on vit au jour le jour. Nous, on n'a pas envie d'un bain de sang ici. Mais en tant qu'observateur, s'il y a des irrégularités, on va le dénoncer. Mais jusqu'à preuve du contraire, même dans la timidité de certains politiques, vous vous rendez compte que quand on publie les résultats d'un centre de bureau de vote, ces témoins ont les PV en main. Et ils le savent. Merci bien, Mike Gardy, d'être venu et d'avoir décrypté pour nos téléspectateurs ce processus électoral qualifié de chaotique par certains. Par l'opposition. Enfin, parce que le score de soi. Mais s'il vous plaît, ne brûlez pas la case, mais attention, que la volonté du souverain primaire soit respectée. Si, c'est vrai que le souverain primaire a fait son choix sur Félix, tant mieux. Mais s'il y a eu bourrage d'urnes, à ceux qui vont revendiquer la vérité des urnes, c'est aussi de votre droit. Et nous serons là pour accorder la parole aux uns et aux autres, tant que nous serons en vie et en liberté. Salut!